Je m'appelle Madeleine Durand, j'ai 62 ans et je vis à Tours. Toute ma vie, je me suis définie comme épouse, mère et discrète couturière de quartier. Mais ce que je vais vous raconter dépasse tout ce qu'une femme peut imaginer endurer. Le jour de l'enterrement de mon mari Paul, après 40 années de mariage, j'ai reçu un message qui a bouleversé ma vie à jamais. Je suis encore vivant. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Ne fais confiance à personne. Mon sang s'est glacé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone dans la terre encore fraîche de la tombe. J'ai levé les yeux vers mes deux fils, Antoine et Julien, qui se tenaient côte à côte avec un air étrange, leurs visages fermés, leurs larmes presque forcées. Mon cœur de mère aurait voulu se précipiter pour les prendre dans mes bras, pour partager ce chagrin. Mais à cet instant précis, un doute monstrueux s'est insinué. Et si le message disait vrai? Paul avait toujours été l'homme de ma vie. Nous nous étions rencontrés jeunes. Lui travaillait dans un garage automobile, moi je faisais des retouches dans une petite boutique de couture rue Nationale. Ensemble, nous n'avions pas eu grand-chose, mais nous avions tout partagé. Le pain, les factures, les nuits blanches à cause des enfants malades, les rares vacances en Bretagne où le sable collait encore sur nos sandwichs au jambon. Quand Antoine est né, j'ai cru que mon cœur allait éclater de bonheur. 2 ans plus tard, Julien est arrivé. Paul s'occupait d'eux avec une patience d'ange. Il leur apprenait à réparer un vélo, à pêcher au bord de la Loire, à reconnaître les constellations les nuits d'été. Moi, je cousais leurs vêtements. Je faisais des miracles avec un budget minuscule. Nous étions pauvres, mais riches d'amour. Puis les années ont passé. Mes fils ont grandi. Antoine, l'aîné, a toujours eu l'ambition dévorante. Très tôt, il nous reprochait notre simplicité. Pourquoi vivons-nous encore dans cette petite maison? Pourquoi n'avons-nous pas de voiture neuve comme les voisins? Julien, plus fragile, suivait toujours son frère, comme une ombre. À 18 ans, Antoine a refusé net de reprendre le garage que Paul lui proposait. « Je ne veux pas finir couvert de cambouis comme toi, papa. Moi, je vais réussir. » Je me souviens du regard blessé de Paul ce soir-là sur la terrasse, fixant les étoiles en silence. Et en effet, Antoine a réussi. Il a trouvé un poste dans une grande agence immobilière à Paris. Julien, fidèle suiveur, l'a rejoint. Ils se sont vite mis à gagner plus d'argent que nous n'en avions jamais vu. Au début, j'étais fière. Mais cette fierté s'est transformée en tristesse. Nos fils s'éloignaient, comme happés par un monde où nous n'avions plus notre place. Leurs visites sont devenues rares, leurs appels expéditifs. Et quand ils venaient, ils arrivaient en grosses voitures allemandes, habillés de costumes hors de prix, nous regardant presque avec pitié. Je me souviens encore de cette phrase d'Antoine. « Maman, vous devriez vendre cette vieille maison, ça tombe en ruine. » Mais cette maison, c'était la nôtre, remplie de souvenirs, de rires, de disputes et de réconciliations. Puis Antoine a présenté sa femme, Sophie, une citadine raffinée qui n'a jamais caché son mépris pour notre simplicité. Je n'oublierai jamais son arrivée, perché sur ses talons enfoncés dans la terre de notre petit jardin, son regard qui parcourait chaque meuble comme un inventaire dépréciatif. Pendant le dîner, elle a à peine touché au gratin que j'avais préparé avec tant d'amour. Elle a murmuré à Antoine, pensant que je n'entendais pas. « La prochaine fois, emmène-les au restaurant, ce sera plus supportable. » Mon cœur s'est brisé. Julien, de son côté, restait célibataire, mais copiait l'attitude de son frère. Toujours pressé, toujours au téléphone, toujours ailleurs. Noël est devenu une formalité glaciale. Il venait 2 heures, posait des cadeaux hors de prix, puis repartait, soulagé. Paul et moi, nous vieillissions seuls. Et puis, il y a eu l'accident. Un matin, Paul est parti comme d'habitude au garage. Vers midi, j'ai reçu un appel de l'hôpital Trousseau. « Madame Durand, venez vite, votre mari a eu un grave accident. » Je me suis effondrée. Quand j'ai vu Paul, méconnaissable sous les pansements, branché à des machines, j'ai cru mourir moi aussi. Antoine et Julien étaient déjà là, alors que personne ne les avait prévenus. Étrange. 3 jours plus tard, Paul est officiellement décédé. On m'a parlé d'explosion, d'accident de travail, mais j'avais remarqué son léger serrement de main, comme s'il essayait de me dire quelque chose. Et le jour de l'enterrement, ce message sur mon portable, « Je suis vivant, ne crois pas tes fils. » Je n'ai rien dit à personne.
J'ai serré mon sac contre moi, comme si j'y portais une bombe prête à exploser. Mes fils se sont approchés. « Ça va, maman? Tu sembles ailleurs. » J'ai répondu d'une voix calme. « Oui, je vais bien. » Mais au fond de moi, une certitude naissait, quelque chose de monstrueux se tramait, et peut-être que mes propres enfants en étaient les acteurs. La nuit qui suivit l'enterrement fut la plus longue de ma vie. Je n'arrivais pas à fermer l'œil. Le message brillait encore sur l'écran de mon téléphone, comme une brûlure. « Je suis vivant, ne crois pas tes fils. » Était-ce une mauvaise plaisanterie? Une manipulation cruelle d'un voisin malveillant? Ou bien, la vérité? Je repensais à ces derniers mois. Paul avait souvent dit qu'il se sentait épié, qu'Antoine insistait pour qu'il augmente son assurance vie, qu'il signe des papiers qu'il ne comprenait pas vraiment. Sur le moment, j'avais trouvé cela exagéré, comme une inquiétude de vieil homme fatigué. Mais à la lumière de ce message, tout reprenait sens. Et surtout, un détail ne cessait de me hanter. Le garage. S'il y avait vraiment eu une explosion, pourquoi son atelier avait-il été si vite rangé, sans trace de brûlure ni de dégâts visibles? Le lendemain, poussé par une force que je ne me connaissais pas, je me suis rendu seul au garage. J'ai tourné la clé dans la serrure. L'endroit était impeccable, trop impeccable. Pas une trace d'accident. Les machines brillaient, les établis parfaitement ordonnés. Pourtant, on m'avait dit qu'une machine avait explosé, causant de graves blessures à Paul. C'était impossible. J'ai ouvert le tiroir de son bureau, un vieux meuble en bois qui grinçait toujours. À l'intérieur, parmi les factures et les carnets de commandes, j'ai trouvé une enveloppe portant mon prénom. Mes mains tremblaient. J'ai déchiré le papier. C'était une lettre, écrite de la main de Paul, datée de 3 jours avant l'accident. « Ma chère Madeleine, si tu lis ces lignes, c'est que quelque chose de grave est arrivé. Antoine insiste pour que je souscrive de nouvelles assurances. Il dit que c'est pour toi. Mais je n'ai pas confiance. Il me presse, il me parle comme s'il savait que mes jours étaient comptés. Julien, lui, m'a fait signer des papiers que je n'ai pas compris. Je sens que mes propres enfants me cachent quelque chose. S'il m'arrive malheur, ne leur fais jamais confiance. Je t'aime. » Mes jambes ont cédé sous moi. J'ai dû m'asseoir sur la vieille chaise de Paul. Cette lettre confirmait mes pires soupçons. Paul avait senti le danger. Il avait essayé de m'avertir. Je suis rentré chez moi en titubant. Mes fils sont venus me voir le soir même. Antoine, toujours sûr de lui, a posé une bouteille de vin sur la table. « Maman, tu ne devrais pas rester seule. Nous allons t'aider. L'assurance va te permettre de vivre confortablement. Julien et moi, nous pouvons gérer l'argent à ta place. » Je les ai regardés. Mon cœur de mère criait que c'étaient mes enfants, que je devais leur faire confiance. Mais une voix intérieure me hurlait qu'ils avaient du sang sur les mains, celui de leur père, et qu'ils préparaient déjà le mien. Cette nuit-là, un nouveau message est arrivé. « Va à la banque, regarde qui a touché à l'argent. » Le lendemain, je suis allé à l'agence bancaire où Paul et moi avions toujours eu notre compte commun. La directrice, que je connaissais depuis 20 ans, m'a reçu avec compassion. Mais quand elle m'a montré les relevés, mes mains sont devenues glacées. 3 retraits importants avaient été faits ces derniers mois. 1 000 € en janvier, 3 000 en février, 4 000 en mars. Je n'étais au courant de rien. « C'est votre mari qui est venu, » m'assura-t-elle. « Mais il était accompagné de votre fils aîné Antoine au moins une fois. » Il disait que son père ne voyait plus bien les documents. Je savais que Paul portait ses lunettes en permanence et n'avait aucun problème à lire. Antoine avait donc manipulé son propre père, utilisant sa confiance pour vider nos économies. De retour chez moi, j'ai reçu un autre message. L'assurance, c'était leur idée. Ils ont piégé ton mari. Je tremblais de rage et d'horreur. Tout s'assemblait. Les pressions pour vendre la maison, l'empressement autour de l'assurance vie, la rapidité suspecte avec laquelle mes fils avaient organisé les obsèques, sans même prévenir nos voisins ni les collègues du garage. Et surtout, leur regard froid, comme s'ils ne perdaient pas un père, mais gagnaient un pactole. 2 jours plus tard, Antoine et Julien sont revenus, accompagnés de Sophie.
Ils avaient un sac rempli de viennoiseries de la boulangerie du centre-ville. « Maman, tu dois manger, tu maigris. Bois ce café, tu verras, ça ira mieux, » dit Antoine en posant la tasse devant moi. À cet instant, j'ai repensé au message. Ne mange ni ne bois rien de ce qu'il te donne. Mon estomac s'est noué. Je me suis levée, j'ai prétexté avoir déjà pris mon petit déjeuner. Les yeux d'Antoine et de Julien se sont croisés, lourds de sous-entendus. Puis Antoine a pris un ton mielleux. « Maman, tu ne vas pas bien. Nous avons parlé avec un médecin. À ton âge, après un deuil, on peut perdre la tête. Ce serait mieux pour toi de vivre dans une résidence médicalisée. Julien et moi nous occuperons de la maison et de l'argent, pour ton bien. » Je les ai fixés, glacés. Ils voulaient m'enfermer, me déclarer incapable, pour mettre la main sur tout ce que Paul et moi avions construit. Après avoir assassiné leur père, ils préparaient ma disparition. Ce soir-là, mon téléphone a vibré une nouvelle fois. Le message disait « Demain, va au commissariat. Demande le rapport sur l'accident. Tu comprendras. » Je savais que l'heure de vérité approchait. Le lendemain matin, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai enfilé mon manteau noir, celui que je portais depuis les funérailles de Paul, et je me suis rendu au commissariat central de Tours. La ville s'éveillait sous un ciel gris et bas. Les pavés encore humides reflétaient la lumière pâle des réverbères. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes tempes. Au guichet, j'ai demandé à voir l'agent responsable du dossier concernant l'accident de travail de mon mari. Le policier a parcouru son registre et a froncé les sourcils. « Madame Durand, nous n'avons aucune déclaration d'explosion au garage de votre mari. » J'ai cru m'évanouir. « Comment ça, aucune déclaration ? On m'a dit que Paul avait été blessé par une machine qui avait explosé. » L'agent secoua la tête. « Non, madame, votre mari est bien arrivé à l'hôpital Trousseau, mais d'après le rapport médical transmis ici, il présentait des signes d'intoxication sévère au méthanol. » Le sol s'est dérobé sous mes pieds. L'agent me regarda avec une gravité sincère. « Madame, si vous suspectez un crime, nous pouvons ouvrir une enquête préliminaire. » Ma gorge était trop serrée pour répondre. Je hochais simplement la tête, incapable de prononcer un mot. En sortant du commissariat, l'air glacé de mars me fouetta le visage. Mes fils m'avaient menti depuis le début. Ils avaient inventé l'histoire de l'explosion pour masquer la vérité. Paul avait été assassiné. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Julien qui m'attendait déjà sur le pas de la porte, un bouquet de fleurs à la main. Son sourire sonné me donna la nausée. « Maman, tu sembles fatiguée. Antoine et moi avons réfléchi. Tu devrais vendre la maison pendant qu'elle a encore de la valeur. On pourrait t'installer dans une résidence tranquille. » J'ai senti ma colère bouillonner. « Et pourquoi cette précipitation, Julien? Les obsèques à peine terminées. Vous pensez déjà à vendre la maison ?» Il a baissé les yeux, maladroitement. « C'est pour ton bien, et pour couvrir les frais médicaux de papa. » Mensonge. L'assurance maladie et la mutuelle avaient tout pris en charge. Je l'ai fixé droit dans les yeux. « Tu sais très bien que ton père n'est pas mort d'un accident. » Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la panique traverser son regard, avant qu'il ne retrouve son masque d'hypocrite. « Maman, tu es troublée par le chagrin. Tu devrais te reposer. » Il s'est levé brusquement, renversant presque la tasse de café que j'avais laissée intacte. Je l'ai entendu téléphoner sur le trottoir, la voix tendue avant de s'éloigner. Ce soir-là, un nouveau message est arrivé sur mon portable. « Demain, ils viendront ensemble. Ils tenteront de te convaincre que tu es folle. Ne les crois pas, et surtout, ne mange ni ne bois rien. » J'ai passé la nuit éveillée, le dos droit contre le dossier de ma chaise, fixant le noir. Les heures défilaient au rythme du tic-tac de l'horloge de Paul. Chaque seconde me rapprochait de l'affrontement. Et comme prévu, le lendemain matin, ils ont débarqué tous les deux, accompagnés de Sophie. Ils avaient l'air presque trop attentionnés, avec des croissants encore tièdes et un sourire forcé. Antoine prit la parole d'une voix douce. « Maman, les voisins s'inquiètent. Tu poses des questions étranges, tu es obsédée par l'idée que papa aurait été tué. Nous avons consulté un médecin, il pense que tu développes une paranoïa liée au deuil. » Julien renchérit. « Oui, maman. On ne veut que ton bien. On pourrait demander à un juge de t'accorder une tutelle. Tu n'aurais plus à t'occuper de rien. » Je sentis la chair de poule courir sur mes bras. Il voulait me faire interner, me dépouiller légalement de ma maison,
de mes économies, de ma liberté. J'ai posé mes mains à plat sur la table pour ne pas trembler et j'ai répondu calmement « Je ne suis pas folle. Je veux seulement savoir pourquoi il n'y a aucun rapport d'accident au commissariat, pourquoi le garage n'a jamais été endommagé et pourquoi votre père avait du méthanol dans le sang. » Le silence tomba, lourd comme une chape de plomb. Le visage d'Antoine se durcit. Sophie détourna les yeux. Julien se leva, nerveux. « Tu vois, Antoine, elle est dans le délire complet. Il faut agir vite. » À cet instant, j'ai su qu'ils étaient prêts à tout, mes propres enfants. La nuit suivante, mon téléphone vibra encore. Je suis l'homme que ton mari a contacté avant sa mort. Il s'appelait Ernest Callier, détective privé. Il a laissé des preuves. Retrouvons-nous demain, 15 heures, au café du Vieux-Tour. Je n'avais plus le choix. Si je voulais survivre et laver l'honneur de Paul, je devais découvrir la vérité entière et m'allier à ce mystérieux témoin. Le lendemain, j'ai quitté la maison plus tôt que prévu. Le ciel de Tours était bas, chargé de nuages gris, et un vent froid s'engouffrait dans les ruelles pavées. Chaque pas résonnait comme un écho de ma peur. J'avais glissé mon téléphone dans mon sac, bien décidé à ne répondre à aucun appel de mes fils. Leur voix m'était devenue insupportable, tant elle sonnait désormais comme une menace déguisée en tendresse. Le café du Vieux-Tour se trouvait sur une petite place animée. L'odeur de café fraîchement moulu se mêlait aux effluves de viennoiserie. Je suis entré, scrutant chaque visage. Là, au fond, à une table près d'une fenêtre embuée, un homme d'une 50aine d'années m'attendait. Grand, légèrement voûté, cheveux gris, regard franc derrière des lunettes fines. Devant lui, un dossier épais et un dictaphone posé bien en évidence. Il se leva quand j'approchais. « Madame Durand, je suis Ernest Callier, détective privé. » Sa voix était grave, rassurante, presque paternelle. J'acquiesçai, le souffle court et pris place en face de lui. Il posa sa main sur le dossier. « Votre mari m'a contacté 3 semaines avant sa mort. Il se doutait de quelque chose. Il craignait vos fils. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Paul avait donc vu venir le danger, mais je n'avais pas voulu l'entendre. Callier sortit un petit enregistreur et appuya sur lecture. Et là, la voix de Paul, tremblante mais reconnaissable entre mille, emplit l'air. « Ernest, si tu écoutes ça, c'est que je n'ai plus confiance en mes fils. Antoine m'a forcé à signer une augmentation d'assurance vie. Julien pose des questions étranges sur mes habitudes. Ils disent que c'est pour protéger Madeleine. Mais je sens qu'ils préparent quelque chose. Si jamais il m'arrive un accident, ce ne sera pas un accident. » Mes mains se crispèrent sur la table. Entendre Paul, comme s'il était encore là, me transperça le cœur. Mais ces mots confirmaient mes pires cauchemars. Le détective poursuivit. Il avait raison. Regardez. Il me montra une série de photos en noir et blanc. On y voyait Antoine, tête baissée, sortant d'une quincaillerie du centre-ville avec un petit bidon dans la main. Du méthanol pur. Il a payé en liquide, sous un faux nom. Puis Callier sortit un autre enregistrement. Cette fois, ce n'était plus Paul, c'était la voix d'Antoine, sèche, tranchante. « On ne peut plus attendre, Julien. Le vieux commence à poser des questions. Le produit fera le reste. Les médecins croiront à un AVC. Et maman ?» On entendait la réponse de Julien, hésitante mais résolue. « Elle suivra. Elle est fragile. On dira qu'elle s'est laissée mourir de chagrin. » Je suffoquais. Mes propres enfants. Les mêmes que j'avais bercés, nourris, protégés. Ils avaient froidement prémédité la mort de leur père et prévu la mienne. « Mais comment avez-vous obtenu ces enregistrements ?» demandai-je d'une voix étranglée. « Votre mari m'a autorisé à poser des micros discrets dans la maison familiale. Il avait pressenti qu'ils se confieraient entre eux. » Je restais pétrifié. Tout ce que je croyais savoir de ma famille venait de s'effondrer. Callier posa doucement sa main sur la mienne. « Madame Durand, vos fils ne vont pas s'arrêter. Ils veulent vous faire déclarer incapable. J'ai intercepté un rendez-vous qu'ils ont pris demain matin avec un juge à Tours. Ils comptent présenter un faux certificat médical signé par un médecin complaisant. Leur but, vous placer sous tutelle et vendre la maison. » Un frisson me parcourut. Demain, je pouvais perdre non seulement ma maison, mais aussi ma liberté. Et sans preuve, je passais pour une vieille femme paranoïaque. « Que devons-nous faire » murmurai-je. Il ouvrit le dossier. « Nous avons assez d'éléments pour alerter la police et le parquet. Les enregistrements, les photos,
les relevés bancaires montrant les retraits suspects et surtout les résultats médicaux. Il sortit une feuille avec l'entête d'un laboratoire. 3 jours avant sa mort, votre mari avait passé un bilan complet dans une clinique privée. Il était en parfaite santé, pas la moindre trace de problème cardiaque. Cela prouve que sa mort n'était pas naturelle. Je pris le document entre mes mains. Les lignes dansaient sous mes yeux. Paul était sain et sauf jusqu'à ce que nos fils décident de l'empoisonner. Calier reprit, le ton grave, nous devons agir vite. Cette nuit même, nous irons ensemble au commissariat. Zelig, le commandant chargé des affaires criminelles, est un homme honnête. Il pourra lancer une enquête et empêcher vos fils de mettre leur plan à exécution. Je sentais mes jambes trembler, mais une flamme brûlait désormais en moi. La peur faisait place à une détermination glaciale. En quittant le café, j'ai croisé mon reflet dans la vitre. Je n'étais plus seulement une veuve éplorée. J'étais une femme qui venait de découvrir la vérité et qui allait se battre. Ce soir-là, assise dans ma cuisine, je fixais la photo de Paul posée sur le buffet. « Mon amour, murmurai-je, je vais te rendre justice. Je ne les laisserai pas salir ta mémoire. » Le téléphone vibra encore une fois, un dernier message plus long que les autres. « Demain, ils viendront apporter des papiers à signer. Ne signe rien. La police sera prête. Fais semblant de céder, mais ne lâche rien. » Je posai le téléphone, le cœur battant. Demain, l'affrontement serait inévitable. Mais je n'étais plus seule. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai attendu, assise dans la cuisine, une vieille couverture sur mes épaules, la photo de Paul entre mes mains. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme un compte à rebours. À l'aube, j'ai enfilé mon manteau et j'ai rejoint Ernest Calier devant le commissariat central de Tours. Le détective tenait sa sacoche serrée contre lui. Ses yeux fatigués reflétaient la gravité de l'instant. À l'accueil, il demanda à voir le commandant Delorme, responsable de la brigade criminelle. Quelques minutes plus tard, un homme massif, moustachu, au regard franc, nous fit entrer dans son bureau. Calier posa son dossier sur la table. « Commandant, ce que vous allez entendre est extrêmement grave. Il s'agit du meurtre de M. Paul Durand, officiellement déclaré mort des suites d'un accident de travail. » Delorme fronça les sourcils. « Un meurtre ? L'affaire a été classée comme accident. » Je pris une grande inspiration. « Non, commandant, mon mari a été empoisonné et mes fils sont derrière tout cela. » Ma voix tremblait, mais je n'ai pas détourné les yeux. Alors, Calier sortit ses preuves une par une. Les photos d'Antoine sortant de la quincaillerie avec un bidon de méthanol. Les relevés bancaires montrant des retraits inexpliqués. La lettre manuscrite de Paul avertissant de ses soupçons. Puis il lança les enregistrements. La pièce s'emplit de la voix de mon mari. Si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident. Antoine et Julien me pressent de signer des papiers d'assurance. Je n'ai pas confiance. Puis vint l'extrait de conversation entre mes fils. Demain, on verse le produit dans son café. Les médecins croiront à un AVC. Après, maman suivra. Un silence pesant s'abattit. Delorme croisa les bras, le regard noir. Nom de Dieu, vos fils ont prémédité ça? Il marqua une pause, puis reprit d'un ton ferme. Nous allons rouvrir l'enquête immédiatement, mais il faudra l'exhumation du corps pour confirmer la présence de méthanol. Madame Durand, êtes-vous prête à cela? Mes larmes jaillirent, mais je hochai la tête. S'il le faut pour laver son honneur, oui. Le commandant appela le procureur de permanence. L'affaire prenait une dimension officielle. Des mandats d'arrêt provisoires furent préparés dans l'urgence. On décida d'agir vite. Mes fils avaient rendez-vous le lendemain matin avec un juge pour tenter de me faire déclarer incapable. Il fallait les devancer. Ce soir-là, je suis rentré chez moi escorté par 2 policiers en civil. Calier resta avec moi pour veiller. Je n'oublierai jamais ce moment. Il sortit de sa sacoche une petite clé USB. Sur cette clé, il y a la totalité des enregistrements. Si quelque chose m'arrive, donnez-la directement au commandant. Je n'ai pas touché à la nourriture qu'Antoine m'avait laissée la veille. Tout me paraissait contaminé, piégé. J'ai simplement bu un verre d'eau, priant en silence. À l'aube, comme prévu, mes filles sont appelées. Antoine, d'une voix mielleuse, « Maman, il faut qu'on se voie d'urgence. Nous avons les papiers pour la tutelle, c'est pour ton bien. » Je serrai le téléphone dans ma main. « Très bien, passez ce matin. » Mais déjà, le piège s'était retourné.
À 7 heures, des voitures banalisées ont quitté le commissariat, gyrophares éteints, direction les domiciles de mes fils. Je restais assise dans ma cuisine, le cœur battant, en attendant des nouvelles. Mon téléphone vibrait sans cesse. Appel manqué d'Antoine puis de Julien. Je n'ai répondu à aucun. Vers 9 heures, on a frappé à ma porte. C'était le commandant Delorme. Son visage fermé s'éclaira légèrement. « Madame Durand, vos fils sont en garde à vue. L'opération s'est bien déroulée. » Mes jambes se sont dérobées. Je me suis effondrée sur la chaise. Pas de soulagement, pas encore. Juste un immense vide. Mes enfants, mes propres enfants, menottés comme des criminels. Ils n'ont pas nié immédiatement, poursuivit Delorme. Antoine a d'abord tenté de tout rejeter sur Julien. Mais face aux enregistrements, il s'est effondré. Julien, lui, a essayé de fuir par la fenêtre de son appartement. Nous avons dû le rattraper dans la rue. Je baissai la tête. L'image de mes 2 garçons courant dans le jardin de notre maison, petits, insouciants, se superposa à celle des hommes qu'ils étaient devenus. Cupides, menteurs, meurtriers. Calier posa doucement sa main sur mon épaule. « Madame Durand, ce n'est que le début. Le procès sera long, douloureux, mais vous avez choisi le camp de la vérité. » Je fixai la photo de Paul accrochée au mur. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis une paix étrange m'envahir. Ils avaient voulu me faire passer pour folle, mais c'étaient eux qui allaient être jugés. Le jour fixé pour l'exhumation, je me suis levée avant l'aube. Le ciel de Tours était d'un gris métallique, comme si même les nuages savaient ce qui allait se passer. J'ai enfilé un manteau sombre, j'ai pris mon sac et je me suis rendue au cimetière Saint-Symphorien, accompagnée du commandant Delorme et d'Ernest Calier. Les pas des gendarmes résonnaient sur les allées de gravier. L'odeur de terre humide emplissait l'air. J'avais l'impression d'étouffer. Quand la pelleteuse a entamé son travail, un bruit sourd a brisé le silence du matin. J'ai fermé les yeux, incapable de regarder la tombe s'ouvrir. J'entendais seulement le cliquetis métallique, le frottement de la terre contre le bois. Un médecin légiste, austère et précis, supervisait chaque geste. Le cercueil a été sorti, recouvert d'une bâche. Mon cœur s'est serré au point de m'en donner la nausée. « Madame Durand, voulez-vous rester ou préférez-vous attendre à l'écart ?» demanda le commandant. J'ai secoué la tête. Je reste. Je dois rester. La dépouille de Paul fut transférée à l'Institut médico-légal de Tours. Là, on a procédé aux analyses. Les résultats sont tombés 2 jours plus tard. Présence massive de méthanol dans le sang et les tissus, assez pour provoquer cécité, lésions cérébrales et arrêt cardiaque. Exactement ce qui s'était produit. Je n'ai pas pleuré, mes larmes s'étaient taries. J'ai seulement serré le rapport entre mes doigts. Paul n'était pas parti par fatalité, il avait été assassiné. Le procureur a alors requalifié l'affaire, homicide volontaire avec préméditation. Les charges contre Antoine et Julien devenaient accablantes. Pendant ce temps, mes fils étaient toujours en garde à vue. Antoine, m'a-t-on dit, oscillait entre arrogance et effondrement. Il clamait que tout était une erreur, que le méthanol n'était qu'un produit de nettoyage du garage, que Paul avait dû s'empoisonner tout seul par accident. Mais les enregistrements et les preuves financières réduisaient ces dénégations à néant. Julien, lui, avait craqué plus vite. Selon Delorme, il avait fondu en larmes. « C'est Antoine qui m'a entraîné, je ne voulais pas. » Mais il avait signé des papiers, couvert des mensonges, participé au complot. Sa culpabilité était entière. À Tours, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. Dans les journaux locaux, on titrait « 2 frères accusés d'avoir empoisonné leur père pour l'assurance vie ». Les voisins m'évitaient parfois embarrassés. D'autres, au contraire, venaient me serrer la main, me glisser des mots de soutien. « Vous êtes courageuse, Madeleine !» Un soir, j'ai reçu la visite de Sophie, la femme d'Antoine. Elle avait quitté son allure hautaine. Ses yeux rougis, son maquillage effacé, elle semblait méconnaissable. Elle s'est effondrée dans mon salon en larmes. « Madeleine, pardonnez-moi. Je savais qu'Antoine avait des dettes, mais jamais je n'ai imaginé. » Je l'ai laissé parler. Elle avoua que leur train de vie, les voitures de luxe, les restaurants, n'étaient qu'un mirage financé par des crédits et des jeux d'argent. Antoine s'était englué dans une spirale infernale, et Julien, comme toujours, l'avait suivi. Je l'écoutais, glacial. Quand elle me demanda si je pouvais plaider en leur faveur pour alléger leur peine, je me suis levée. « Sophie,
Ils ont tué leur père. Ils ont voulu m'empoisonner à mon tour. Il n'y a pas de circonstances atténuantes pour cela. » Elle est partie en silence, refermant la porte derrière elle. Les semaines suivantes furent un enchaînement de procédures. Le juge d'instruction me convoqua pour recueillir mon témoignage. J'ai dû répéter encore et encore chaque détail, le message reçu pendant l'enterrement, la lettre de Paul, les visites empoisonnées de mes fils. À chaque mot, je sentais leur trahison s'enraciner plus profondément. Un soir, Callier vint chez moi avec un nouveau document. « Regardez, Madeleine. » C'étaient les relevés bancaires d'Antoine et Julien. Ils avaient retiré de fortes sommes juste avant la mort de Paul. Une partie avait servi à payer un médecin complaisant qui avait falsifié le certificat de décès en mentionnant une insuffisance cardiaque. Ce médecin fut arrêté à son tour. Sa corruption ajoutait une couche d'horreur supplémentaire. Mes fils n'avaient pas seulement tué, ils avaient acheté le silence d'un professionnel de santé. Quand j'ai appris cela, je me suis senti glacé jusqu'aux os. J'avais devant moi le tableau complet. 2 fils cupides, une belle fille complice par son silence, un médecin corrompu. Paul n'avait jamais eu la moindre chance. Un matin de mai, le commandant Delorme est venu chez moi. Il avait l'air grave, mais déterminé. « Madame Durand, le dossier est complet. Le procès sera renvoyé devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire. Vous allez devoir témoigner. Ce sera difficile. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Commandant, difficile. C'était de vivre avec leurs mensonges. Difficile, c'était de les voir sourire au-dessus du cercueil de leur père. Témoigner, ce sera ma délivrance. » Cette nuit-là, assise dans le silence de ma cuisine, je me suis surprise à sourire faiblement en pensant à Paul. Pour la première fois depuis sa mort, je me suis dit qu'il pourrait enfin reposer en paix. Le jour du procès arriva, un matin de septembre, dans l'austère palais de justice de Tours. Les colonnes grises semblaient peser sur mes épaules, tandis que je montais les marches, accompagné d'Ernest Callier. Dans la salle d'audience, l'air était lourd, saturé de murmures et de regards curieux. Toute la ville attendait ce moment. Mes fils, Antoine et Julien, entrèrent menottés, encadrés par 2 gendarmes. J'eus un vertige en les voyant dans leur combinaison de détenus. Pendant une fraction de seconde, je revis leurs visages d'enfants, barbouillés de confiture, courant dans le jardin. Mais cette image s'effaça aussitôt. Devant moi se tenaient 2 hommes accusés d'avoir tué leur père et planifié ma propre disparition. La présidente de la cour, une femme sévère, aux cheveux tirés, ouvrit l'audience. Le procureur se leva et d'une voix ferme déclara « Mesdames et messieurs les jurés, ce que vous allez entendre n'est pas une simple querelle familiale. C'est l'histoire d'un parricide froidement prémédité. 2 fils qui, acculés par leurs dettes, ont décidé d'empoisonner leur père au méthanol pour toucher une assurance vie et s'approprier les biens familiaux. » Les mots résonnaient comme des coups de marteau. Antoine baissa les yeux crispés, tandis que Julien se recroquevillait sur son banc. Les témoins défilèrent. Le médecin légiste confirma la présence massive de méthanol. Le banquier détailla les retraits suspects accompagnés d'Antoine. Puis vint l'instant terrible, les enregistrements diffusés dans la salle. La voix de Paul emplit l'espace. « Si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident. » Des frissons parcoururent l'assemblée. Puis, les voix de mes fils cyniques, planifiant l'empoisonnement. « Demain, on verse le produit dans son café. Après, maman suivra. » Un silence glacial s'abattit. Plusieurs personnes dans le public détournèrent le regard, incapables de supporter cette cruauté. Quand ce fut à mon tour de témoigner, mes jambes tremblaient, mais je me suis levé. « J'ai tout donné à ces garçons, » dis-je d'une voix que je voulais claire. « J'ai sacrifié mes nuits, ma santé, pour qu'ils aient un avenir. Et eux, que m'ont-ils rendu? Le cercueil de leur père et la menace de ma propre mort. » Ma voix s'étrangla. Antoine ferma les yeux, Julien pleurait en silence. La défense tenta de plaider la pression financière, la mauvaise influence d'Antoine sur Julien, la fragilité psychologique. Leur avocat, vêtu d'une robe impeccable, osa dire « Ces jeunes hommes ne sont pas des monstres, mais des victimes de la société de consommation, des dettes et du désespoir. » Je ne pus m'empêcher de murmurer « Victimes? Ils ont tué leur père. » La présidente me fit signe de me taire, mais le jury avait entendu. À la pause, dans la salle des pas perdus, des journalistes m'entourèrent. « Madame Durand,
Que ressentez-vous en voyant vos fils sur le banc des accusés? Je répondis d'une voix basse, « Je n'ai plus de fils. Les enfants que j'ai élevés sont morts depuis longtemps. Ceux qui sont jugés aujourd'hui sont des étrangers. » Le procès dura 3 jours. Chaque soir, je rentrais vidée, comme si on avait arraché mon cœur une nouvelle fois. Mais je savais que Paul me donnait la force de tenir. Le 3e jour, lors de la plaidoirie finale, le procureur frappa fort. Antoine et Julien Durand n'ont pas seulement trahi la loi, ils ont trahi le lien sacré entre un père et ses enfants. Ils ont planifié, exécuté et tenté de couvrir un assassinat, puis un second. Pour cela, ils doivent répondre devant vous sans la moindre indulgence. Dans le public, on retenait son souffle. Je savais que l'heure approchait où la vérité deviendrait irrévocable. Le 4e jour, la salle d'audience était comble. On aurait dit que toute la ville de Tours s'était donné rendez-vous. Les bancs craquaient sous le poids des curieux, et un silence religieux régnait. J'entendais seulement le battement sourd de mon cœur, comme un tambour de guerre. La présidente fit lever la salle lorsque les jurés revinrent après de longues heures de délibération. Leurs visages fermés ne laissaient rien paraître. J'ai retenu mon souffle. Le greffier lut le verdict dans l'affaire du ministère public contre Antoine et Julien Durand, accusés d'empoisonnement avec préméditation et tentative de parricide. Le jury les déclare coupables. Un murmure parcourut la salle, vite réprimé. Mes jambes tremblaient, mais je restais debout, fixant mes fils. Antoine ferma les yeux, livide. Julien s'effondra en larmes, murmurant des mots que je n'entendis pas. La présidente reprit d'une voix claire. Antoine et Julien Durand sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Le marteau s'abattit, le son claqua comme une gifle dans l'air épais. C'était fini. Je me suis assise lentement, vidée de toute énergie. Mes fils allaient passer leur jeunesse derrière des barreaux. La justice avait été rendue, mais à quel prix? Dans le hall du tribunal, des journalistes se ruèrent sur moi. « Madame Durand, êtes-vous soulagée ?» J'ai simplement répondu « Non. On ne se réjouit jamais de voir ses enfants en prison. Mais au moins, Paul peut enfin reposer en paix. » Le soir, de retour dans ma petite maison de la rue Colbert, je suis restée longtemps assise à la table de la cuisine. Devant moi, la tasse préférée de Paul, intacte depuis des semaines. J'ai fermé les yeux et je l'ai imaginé assis là, me souriant, ses grandes mains calleuses autour de son café. Une paix étrange m'envahit. Les jours suivants, la ville bruissait de rumeurs. Certains voisins m'évitaient, gênés, incapables de croiser mon regard. D'autres venaient frapper à ma porte pour m'apporter un plat, une fleur ou simplement un mot de soutien. Je découvris à quel point la communauté pouvait être à la fois cruelle et solidaire. Un soir, alors que j'arrosais les géraniums sur mon balcon, Sophie, la femme d'Antoine, apparut en bas de l'immeuble. Elle leva la tête vers moi, les yeux gonflés. « Madeleine, pardonne-moi. » Sa voix se brisa. Je n'ai rien répondu. Elle détourna le regard et s'enfuit dans la nuit. La presse locale consacra de longs articles à l'affaire Durand, qualifiée de parricide le plus choquant de la décennie. On y racontait l'histoire d'une famille ordinaire brisée par l'avidité et le mensonge. Mon nom se retrouvait partout, et je devenais malgré moi un symbole. Mais dans mon cœur, je n'étais qu'une veuve de plus, une mère qui avait perdu ses fils bien avant leur condamnation. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'enterrement, j'ai dormi sans cauchemar. Paul avait eu raison de se méfier, et moi, j'avais eu la force de poursuivre jusqu'au bout. La vérité avait triomphé. Après le verdict, la maison est redevenue silencieuse, presque étrangère. Chaque pièce portait encore l'empreinte de Paul. Son fauteuil près de la fenêtre, ses outils rangés dans le garage, son odeur de café du matin. Mais au lieu de réconfort, ces souvenirs accentuaient ma solitude. Les journaux parlaient de l'affaire comme d'un drame familial sans précédent à Tours. Dans la rue, certains m'évitaient, d'autres me glissaient un mot de soutien. J'apprenais à marcher au milieu des regards, le dos droit, même si mon cœur restait lourd. Un soir, assise dans la cuisine, j'ai compris que je ne pouvais pas me contenter de survivre. Paul avait toujours dit « Même dans la douleur, il faut trouver un sens ». Alors j'ai décidé de me rendre utile. Avec l'aide d'une association locale, j'ai commencé à participer à des groupes de soutien pour les victimes de conflits familiaux. Écouter d'autres voix brisées,
partager la mienne me donna peu à peu la force de respirer de nouveau. Dans le quartier, certaines femmes vinrent me voir discrètement. Elles avaient vécu des trahisons, des humiliations, parfois des violences morales qu'elles n'osaient pas raconter. Je leur disais « Ne gardez pas tout pour vous. Le silence détruit plus sûrement que la vérité. » Ces échanges devinrent ma bouée de sauvetage. Chez moi, j'ai transformé l'ancien garage en un petit jardin de fleurs. Là où régnait l'odeur d'huile et de métal, j'ai planté des rosiers, des géraniums, des lavandes. Chaque dimanche, je cueillais un bouquet que je déposais sur la tombe de Paul. Devant sa stèle, je murmurais « Mon amour, je continue pour toi. » J'ai compris alors que ma vie n'était pas finie, que même blessée, même trahie, je pouvais encore offrir un peu de force à celles et ceux qui en avaient besoin. Les années ont passé. Aujourd'hui, à 68 ans, je vis toujours dans ma petite maison de Tours. Le jardin que j'ai créé à la place du garage de Paul fleurit chaque printemps. Les rosiers rouges qu'il aimait tant, les lavandes qui embaument l'air en été, et les tournesols qui se tournent vers la lumière comme un rappel de ne jamais courber l'échine. Chaque dimanche, je me rends au cimetière. Je m'assois devant la tombe de Paul et je lui parle. Je lui raconte les rencontres que je fais avec les femmes des groupes de soutien, leurs histoires de solitude, de courage. Je lui dis aussi que je vais mieux, que mes nuits sont moins lourdes, que ses paroles continuent de m'accompagner. Ne laisse jamais la peur te voler ta voix. Mes fils, je ne les nomme plus. Ils appartiennent au passé. Je garde en moi le souvenir des enfants qu'ils furent, mais j'ai enterré les hommes qu'ils sont devenus. C'est une douleur que je n'aurais jamais cru pouvoir porter. Pourtant je vis, et parfois même je souris. Ce que j'ai traversé, je ne le souhaite à personne. Mais si mon histoire peut servir à une seule personne, alors elle n'aura pas été vaine. Aujourd'hui, je veux adresser un message à toutes celles et ceux qui se taisent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne minimisez pas les signes. Écoutez vos intuitions. Même quand le doute vous ronge, même quand l'entourage vous fait passer pour faible ou délirant, gardez votre dignité et cherchez la vérité. On dit souvent que les personnes âgées doivent rester discrètes, qu'elles ne savent plus, qu'elles doivent céder leur place. Moi, je vous dis, nos voix comptent, nos vies valent autant que celles des autres. Je suis Madeleine, veuve et mère brisée, mais je suis encore debout. Et à celles qui m'écoutent aujourd'hui, je laisse ces mots « Ne laissez personne vous voler votre existence ». Parlez, levez la tête et souvenez-vous, même dans la nuit la plus noire, une femme qui dit non, qui dit la vérité, éclaire le monde.